Bonsoir. Alors, comme on l'aura compris, Jean-Michel Mariou, c'est un non banquet. D'ailleurs, Mathieu et moi avons pensé qu'une sorte de théologie négative généralisée s'était emparée des lieux. Nous avons pensé nécessaire de vous présenter un non-dialogue. Une contradiction immédiate, évidemment. Plus sérieusement, nous avons tous les deux, et chacun à notre manière singulière, développé une certaine méfiance à l'endroit de ce qu'on appelle en ce moment à peu près partout et tout le temps dialogue. Aussi, notre abord du langage nous laisse davantage penser la fécondité du côté des ruptures, des discontinuités, que de toute harmonie supposée, conciliation et réconciliation nécessaires. Un régime d'hétérogénéité et sans doute une certaine hétéronomie détermine ce que vous allez entendre maintenant. À toi, Mathieu. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Lire l'avenir, lier les signes. Pour engager ce qui n'est pas, vous l'aurez compris, un dialogue, la Convention voudrait que je commence par expliquer ce titre, le titre que nous nous sommes donné, par en déployer les intentions et les attendus, par circonscrire, à partir de lui, le périmètre à l'intérieur duquel va se déployer notre échange. Lire, lier, cela suppose l'adoption d'un sens de lecture. Par ordre de préséance, l'explication du titre vient toujours en premier. C'est ainsi que l'on procède d'ordinaire, et c'est ainsi qu'ordinairement, nous nous appliquons à faire oublier une contingence toute simple. Dans ce type d'exercice, la plupart du temps, à l'approche de la date prévue pour la rencontre, luttant contre les circonstances qui s'acharnent à retarder le moment où l'on pourra se mettre vraiment enfin au travail, on finit par répondre à la demande insistante des organisateurs en proposant un titre qui précède toute idée claire du contenu dont on pourra avoir l'envie ou la capacité de traiter. Un titre anticipant à l'aveuglette ce que l'on pourrait bien avoir à dire là-dessus, ou plutôt là-dessous. L'ironie, c'est que donc le travail des exégètes, le labeur des propos préliminaires eux-mêmes, consiste à motiver rétrospectivement le choix du titre au regard d'un contenu qui secrètement en procède. Contenu auquel le titre aura donné son élan et dont on peut même espérer qu'il ait rendu entre-temps parfaitement illisible ou hors de saison l'intitulé initialement choisi. Après tout, le propre du travail, c'est de déplacer les enjeux initialement pressentis, de ne plus penser exactement ce que l'on pensait qu'on penserait. À ce jeu, un bon titre est voué à devenir un mauvais titre, comme le bourgeon s'abolit dans la fleur. En bref, et pour revenir à notre affaire, ce titre, auquel contre toute apparence je vais me tenir, ce titre « Lire l'avenir, lier les signes » n'est pas le chiffre d'une réflexion qui le précéderait, c'est plutôt l'index d'une anticipation précaire, et là de surcroît l'imprudence d'une réponse, car il a bien fallu répondre, sortir du bois, envoyer à Lucie ce mail trop longtemps différé, donner un titre. En un sens, nous sommes déjà au cœur de notre affaire. Cette préséance ou cette précipitation du titre, littéralement, rappelons que précipiter, c'est aller tête la première. Avancer imprudemment en plaçant à l'avant ce qui devrait venir ensuite. Et rappelons aussi, car ce sera important tout à l'heure, que la précipitation chez Descartes désigne l'une des modalités de l'erreur, une certaine façon d'émettre un jugement bille en tête. Cette précipitation du titre, donc, c'est peut-être la trace, dans l'univers des rencontres ou des échanges académiques, ou des banquets du livre, d'une expérience assez commune. Une expérience que vous avez sans doute faite comme moi, et qui consiste à parler au-delà de ce que l'on sait, à énoncer une vérité anticipant sur la conscience que l'on en a et sur les effets qui seront les siens dans le réel. Ce sont des prophéties de poche, de petits oracles portatifs, comme lorsqu'on dit par exemple « J'en ai marre, je t'aime, mon père ne va pas bien, tu vas finir par te casser la figure, ou vous pouvez compter sur moi. » Des vérités lâchées
la plupart du temps, non pas comme un lourd secret trop longtemps retenu, gros de ses attendus, n'attendant plus que d'être déplié, mais plutôt comme ce geste qu'on appelle au rugby un « en avant ». Geste par quoi un ballon que sa forme ovoïde prédispose aux mouvements aberrants se trouve lâché dans ce qui est à la fois le mauvais sens et la vraie direction des poteaux adverses, la direction de l'embut. Énoncé qu'il faut alors rattraper, ou plutôt qu'il ne laisse de choix qu'entre deux manières de les rattraper, en tâchant de contenir la propagation de leurs dégâts, comme on rattrape une bourde, ou en tentant de leur emboîter le pas, comme dans une sorte de course-poursuite. Taxi, suivez cette parole. Cette manière d'avoir à indiquer un titre avant donc de savoir ce dont on va parler n'est pas malvenue donc pour ouvrir une soirée où il s'agirait de s'interroger sur ce que l'on peut dire et lire et lier de ce qui va venir ensuite. Mais vous comprenez que plutôt que de m'astreindre à faire semblant d'en savoir long sur ce que voulait dire ce titre imprudemment lancé, je préfère recourir à la méthode des associations libres, adéquate à cet échange que nous voudrions mener entre philosophie et psychanalyse. Si j'essaie de me demander le plus vite possible ce que m'évoque cette déclinaison curieuse du titre du banquet 2020, lire, lier, titre lui-même curieux, on se demande qui a pu proposer un truc pareil. Si j'essaie donc de me demander ce que cela m'évoque, me reviennent deux scènes récentes, dont la seconde a fait d'autant plus de bruit qu'elle s'efforçait peut-être de faire écran ou de couvrir à la première. La seconde scène, chronologiquement, elle est récente, c'est bien entendu l'efflorescence de discours sur le monde d'après, dont le confinement du printemps a été le théâtre. Cette multiplication d'hypothèses où les grilles de lecture les plus diverses ont été convoquées pour élucider ce qui était en train de se passer et appréhender ce qui allait s'en suivre. Tout se prêtait, semble-t-il, à une sorte d'exercice prospectif en vraie grandeur et à l'échelle planétaire. D'un coup, dans une ère vouée à ce que François Hartog appelle le présentisme, la distinction de l'avant et de l'après reprenait du poil de la bête. Nous nous trouvions placés devant une réponse mondiale inédite à une crise elle-même inattendue. De cette réponse, l'issue était incertaine par la date et les modalités de sa sortie, avec des conséquences imprévisibles au plan social, économique, géopolitique, etc. Et à tout cela s'ajoutait le fait que, on a l'impression que la pandémie venait se loger comme un coucou dans une inquiétude qui ne l'attendait pas. Je veux dire qu'elle venait s'insérer dans une inquiétude quant au devenir catastrophique de la globalisation, mais en déplaçant les enjeux, puisque cette affaire sanitaire n'avait pas, semble-t-il, en tout cas en première analyse, de rapport direct avec les atteintes à l'environnement qui nous inquiètent tant. Nous venait alors l'idée que cette pandémie était un événement précurseur, on pourrait dire un signe, vis-à-vis d'autres désastres liés au nouveau régime climatique. Et du coup, nous étions commis à nous interroger sur ce qui viendrait après l'après. Après l'après, sur la façon de s'en prémunir, etc. Pour le dire autrement, nous attendions un drame et un autre arrivait. Cependant que, secrètement, la maladie, le fait qu'il s'agisse d'une maladie, nous entraînait peut-être aussi sur cette pente, car le temps de la maladie est en lui-même celui d'un en avant, où chaque événement est lu et redouté comme l'anticipation de ce qui risque de le suivre. C'est ce que notait Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique, je le cite. Au fond, l'anxiété populaire devant les complications des maladies ne traduit que cette expérience. On soigne davantage la maladie dans laquelle une maladie donnée risque de nous précipiter que la maladie elle-même. Précipiter, encore. Sur les fonds de ces anticipations multiples, on pourrait presque dire, même s'il faisait très beau ce printemps, de ces précipitations diverses. Il s'est donc bien agi tout au long du printemps, collectivement, planétairement, de lire l'avenir et de le lire 3 fois. Une fois dans l'interprétation des événements en cours comme autant de confirmations, ou au contraire de démentis à l'égard des schémas qui jusque-là réglaient notre attente. Une deuxième fois dans la spéculation quant aux conséquences de la période que nous étions en train de vivre.
et une troisième fois encore comme anticipation des difficultés qui ne manqueraient pas de faire suite au calme qui, nous l'espérions, se préparait à revenir, difficulté de ce que j'ai nommé tout à l'heure l'après-après, auquel nous serions bien inspirés d'en profiter pour nous préparer une bonne fois. Voilà la seconde scène qui a occupé le débat public, qui dans une certaine mesure dure encore. Mais si je parle de seconde scène, c'est que l'intensité avec laquelle nous avons sollicité les augures ce printemps, la ferveur mise dans nos promesses de faire désormais bon usage de notre vigilance, tout cela contrastait violemment avec l'impression pénible de n'avoir des mois durant et jusqu'à très tard, si tard, rien vu venir de la crise qui s'annonçait. De ce défaut d'anticipation, l'histoire précise reste à écrire pour ce qui concerne les autorités de santé. La chronologie, semble-t-il, est accablante. Mais, sans témoigner d'une mansuétude particulière à l'égard du pilotage gouvernemental de cette crise, l'indignation face au défaut de vigilance du gouvernement ne me paraît pas effacer totalement cette autre énigme qui nous concerne d'un peu plus près, de ce qui était en train de se produire, nous autres, simples citoyennes et citoyens, normalement éclairés et informés, n'avons pendant de nombreuses semaines pris aucunement la mesure. Nous avons vu un pays, un très grand pays, bientôt la première économie du monde, un pays confronté en janvier à un ralentissement de sa croissance tout de même, qui aurait dû le rendre particulièrement tendu. Nous avons vu un pays ne pas hésiter à mettre en panne sa machine économique. Et nous avons considéré contre toute raison que la Chine, c'était loin. Et qu'une décision aussi grave n'était pas l'indice d'un problème promis à devenir très important. Nous avons vu un pays frontalier se claquemurer, son système de santé s'effondrer partiellement, et nous nous sommes dit, avec une forme de compassion arrogante, que ce chaos était, somme toute, à mettre au compte des particularismes sympathiques, un peu folkloriques, du voisin italien, etc. En d'autres termes, le mélange de frénésie anticipatrice et de sidération lyrique devant le surgissement de l'impensable, ce mélange qui a saisi le débat public à compter du mois de mars, est directement proportionnel à la désinvolture avec laquelle, durant le trimestre précédent, les indices de ce qui ressemblait plutôt à une émergence, rapide certes, mais non pas instantanée, ces indices ont été systématiquement négligés. Et c'est un type dont le dernier livre s'appelle « Voir venir » qui vous le dit. Nous n'avons pas lu, nous n'avons pas lié. Et remarquons cela, mon but n'est pas de jeter un discrédit sceptique sur les efforts que nous faisons depuis pour tenter de considérer à nouveau frais l'avenir. Il s'agit plutôt de souligner l'importance de comprendre à quelles conditions, au juste, cette lecture est possible ou non. À quelles conditions cette liaison se fait ou pas. Quel conflit de tendances nous rend à si peu de jours d'écart, si désinvolte et si anxieux? Voilà une question, tiens, à poser à la psychanalyse. Pour autant, sous cette forme, cette question est sans doute trop générale ou indéterminée. Si on veut bien accepter la façon de la poser, la façon de la formuler, je la répète, quelles conditions nous rendent alternativement si désinvoltes ou si soucieux de lire l'avenir, de lier les signes? Il me semble on pourrait dégager comme 3 sillons d'analyse, 3 chantiers, 3 points de non-dialogue possibles. Un premier sillon concernerait le registre utilisé pour poser la question, celui de la lecture et celui des signes. Car on a beau parler dans le débat public de signaux faibles, on ne peut pas oublier que la modernité scientifique s'est en quelque sorte constituée par une série de partages qui plaçaient à bonne distance, à grande distance, l'exercice de la lecture, du décryptage des signes, et celui de l'anticipation ou de la considération du futur. D'un côté, les sciences de la nature, et je parle là du XVIIe siècle, d'un côté, les sciences de la nature se sont constituées en disciplines prédictives, en substituant justement le prévoir au prédire, c'est-à-dire
à la fois en renonçant à l'efficacité du dire, disons à la souveraineté des paroles d'oracle, et en remplaçant aussi dans l'examen du monde la recherche de la causalité à l'identification de chaînes signifiantes. De l'autre côté, l'extension du modèle de la compréhension aux sciences sociales s'était explicitement constituée comme une alternative à l'idée selon laquelle une science vaut quand elle prévoit. Il s'est agi de dire non, les sciences humaines valent parce qu'elles comprennent. D'un côté donc, on prévoit, de l'autre, on comprend, on lit, on décrypte. D'une certaine façon, parce qu'elle tombe entre les deux branches de cette bifurcation, l'idée même de lire l'avenir devient, dans cette configuration, un anachronisme, un mot d'ordre pour tireuse de cartes ou pour diseur de bonne aventure. Toute la question est évidemment de savoir si ce partage suffit. Autrement dit, s'il suffit de prévoir pour agir, pour entraîner effectivement réaction, décision, mobilisation. Peut-on prévoir sans un peu de lecture? Cette question me semble profondément contemporaine. Je pense en particulier à la façon dont revient aujourd'hui en sciences humaines une réflexion sur les signes envisagés dans la dynamique du vivant. Lorsque la philosophe Vinciane Després retrace un siècle d'interprétation du chant des oiseaux, ou lorsque le philosophe Baptiste Morisot engage son lecteur sur les traces d'une meute de loups dans un magnifique livre qui s'appelle « Manière d'être vivant », il le fait au nom de ce qu'il nomme les arts de l'attention. Et cela implique pour lui de faire revenir au cœur de la considération de la nature le registre des signes. Je le cite. « Car il y a des significations partout dans le vivant, elles ne sont pas à projeter, elles sont à retrouver, avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire à traduire et à interpréter. » Question contemporaine donc. Question qui fait retour et qui, en un sens, rejoue une question ancienne, qui nous ramène au moment précis où cette bifurcation dont je parlais entre voir et lire, prévoir et prédire, s'est constituée. S'il fallait poser une balise, mettre un marque-page dans la bibliothèque philosophique, c'est sans doute entre deux pages de Spinoza que j'aurais envie de le glisser. Car Spinoza, c'est le philosophe du grand partage. C'est le philosophe qui place à distance l'un de l'autre l'art de connaître selon la considération des causes et des effets, et l'art de lire selon la confrontation systématique des signes entre eux. D'un côté, la nature doit être comprise selon la nature, qu'on y mette du sens et on tombe dans la superstition, c'est la leçon de l'éthique. De l'autre, l'écriture ne peut être comprise que selon l'écriture, dans la comparaison des signes entre eux, le principe de la scriptura sola, qui fonde l'herméneutique biblique dans le traité théologico-politique de Spinoza. D'un côté, les causes, de l'autre, les signes, et ce partage-là fonde à la fois le rationalisme des sciences modernes et l'approche qui sera celle de la science de l'interprétation, ce qu'on appelle techniquement l'herméneutique. Mais au point de bifurcation de ces registres, il est frappant pour notre affaire que le problème rencontré par Spinoza, c'est celui des prophètes. Car la Bible, comme on sait, rassemble les dits des prophètes. Les prophètes qui distribuent les signes de la volonté divine, qui sont eux-mêmes des signes. Et qu'est-ce qui permet de reconnaître un prophète? Non pas les miracles, ça Spinoza n'en veut pas, mais ce qui distingue un prophète d'un illuminé ordinaire, un prophète d'un faux prophète, c'est sa capacité de prédire ce qui va arriver. Pour le dire autrement, lire l'avenir, l'acte du prophète, c'est chez Spinoza ce geste ambigu par lequel l'ordre du lire et celui du connaître, d'un même trait, se rendent mutuellement compatibles et divergent l'un de l'autre. Lire l'avenir, pour le prophète, c'est ce qui vient valider, mais aussi détacher la parole prophétique comme parole mobilisatrice et efficace à distance de la vérité qu'enseigne la connaissance rationnelle du monde. C'est l'ensemble de ce dispositif qu'il s'agirait peut-être aujourd'hui d'interroger à nouveau frais, parce que dans l'ordre de la connaissance, des signes font retour, parce que dans l'ordre de l'action, des prophètes et des faux prophètes, pour le meilleur et pour le pire, se multiplient. Et j'ai le sentiment, ça n'est pas pour te refiler systématiquement mes problèmes,
Mais j'ai le sentiment que dans cette tâche, la psychanalyse pourrait aider. Parce qu'au fond, la psychanalyse s'est constituée, de façon un peu anachronique, à la charnière de ces deux registres de la modernité, comme symptomatologie et comme enquête sur le destin des pulsions, comme identification du sens et comme diagnostic sur la manière dont il va peser sur le destin du sujet, en quelque part entre eux aussi, Malaise dans la civilisation et Moïse et le monothéisme. Premier chantier, vous voyez qu'il est déjà relativement vaste. Deuxième sillon. Deuxième sillon d'analyse toucherait non plus à l'adoption du registre interprétatif, à quelles conditions est-ce qu'on a le droit d'interpréter pour penser ce qui va venir, mais à l'établissement du lien entre le signe et le sens, ce lien que mentionne la formule « lier les signes ». La question n'est plus « est-il légitime d'appliquer à l'avenir les catégories de la lecture ?» mais « à quelles conditions comprend-on ou non ce qu'on lit ?» Quelle nécessité s'impose là? En quel sens ce que nous lisons nous impose de le comprendre? Mais aussi, en quel sens en va-t-il de notre responsabilité de comprendre ou non ce que nous lisons? Quel genre d'obstination faut-il pour demeurer sourd aux signes? Que faut-il ajouter de soi-même pour secouer l'atonie face aux catastrophes à venir, à toutes ces deuxièmes vagues du monde, à la fonte des glaciers ou au printemps sans hirondelles? S'il fallait trouver en philosophie un point d'inscription de cette question, puisque c'est sur cette étagère-là de la bibliothèque que j'ai commencé à piocher, c'est encore du côté des philosophes post-cartésiens que j'irai glisser un marque-page, plus exactement dans la querelle qui oppose, à quelques années de distance, Descartes et Spinoza, à propos de la question du rapport qu'entretiennent les idées dans l'acte du jugement. J'explique. Chez Descartes, le jugement, je veux dire même la plus simple assertion, le chat est sur le tapis, le gecko est dans la lanterne. Il y a beaucoup de geckos dans les lanternes ici. Bien, un jugement comme, pour formuler un jugement comme le gecko est dans la lanterne, il faut deux facultés. L'entendement, qui fournit les représentations, les idées plus ou moins claires et distinctes, l'idée de gecko, l'idée de lanterne, et la volonté, considérée comme puissance d'affirmer et de nier. Seule l'intervention de la volonté peut rendre compte de la liaison établie dans le jugement entre les idées et de la liaison entre elles et la réalité objective. C'est la volonté qui vectorise l'une vers l'autre, l'idée de gecko et l'idée de lanterne, et qui les pointe ensemble à travers une assertion vers cette lanterne où le gecko se tient. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, il faut vouloir lier les signes. Comme on dit, il faut vouloir le savoir. Ce qui n'implique pas que l'on puisse les lier comme on veut, en dépit de leurs caractéristiques propres, mais qu'au travers de l'intervention de la volonté, le sujet a part à leur articulation. À cette doctrine, Spinoza oppose deux objections. D'un côté, la volonté, le libre arbitre, on n'y comprend rien. C'est un concept inconsistant dont on ne voit pas ce qu'il viendrait ajouter comme une sorte de marionnettiste fantomatique à nos idées. De l'autre, c'est de se faire une piètre idée des idées, pour Spinoza, que de les réduire, comme il dit, à des peintures muettes sur un tableau, qui nécessiterait pour devenir actives le concours d'un sujet voulant les rapporter les unes aux autres. Pour Spinoza, les idées ont une force intrinsèque. Un gecko, cela mange des moucherons. Les moucherons se rapprochent des lanternes. Il y a dans le lien du gecko et de la lanterne quelque chose d'une nécessité, dès lors qu'on la considère intrinsèquement. Tout cela, ça n'est pas en notre volonté ou pas. En bref, les idées sont liées les unes aux autres par d'implacables déductions. Et s'il nous arrive alors de nous tromper, de ne pas vouloir les relier, de ne pas vouloir lire, c'est que la force qu'elles exercent sur nous est contrebalancée par d'autres forces, plus grandes qu'elles. L'erreur n'est pas une disproportion des facultés, c'est un rapport entre des forces qui s'exercent du dehors sur nous, qui nous empêchent de lier, qui nous empêchent de voir ce qui est à comprendre. Je
trouve cet affrontement doctrinal, un peu abstru, je vous l'accorde, assez intéressant dans l'interprétation contemporaine d'une énigme que Spinoza formulait déjà, Video meliora, deteriorateco et sequor, je vois le meilleur et je fais le pire. Formule d'Ovide au départ. Nous savons ce qui va advenir et nous ne tirons de ce savoir aucune conséquence à la hauteur des enjeux. Pourquoi? Eh bien, aborder cette énigme à la façon de Spinoza, c'est dire, regardez les forces en présence. Regardez de quelle puissance objective se soutient dans le monde un rapport du GIEC par rapport à la puissance objective dont se soutient la consommation des énergies fossiles. Faites une analyse de conjoncture, analysez le rapport de force, et vous comprendrez pourquoi les doutes s'insinuent dans nos esprits. Mais considérer la chose à la façon de Descartes, c'est dire non. Nous ne saurions être indéfiniment disculpés de toute responsabilité dans le renoncement à tirer pour le présent des conséquences de nos connaissances. Quant aux désastres à venir, il y a de nous là-dedans, dans cette impuissance ou dans ce renoncement à comprendre ce que nous lisons. Vous voyez le problème. Comment, au fond, passer de ce lien subi, où les signes s'enchaînent d'eux-mêmes, à un lien voulu, affirmé, de telle sorte que s'ouvre la possibilité d'une action possible? Comment s'affronter à cette Spaltung, clivage, que Lacan résumait d'une formule admirable, « je sais bien, mais quand même ». Réfléchissez un instant. Si je sais bien, pourquoi quand même? C'est ici qu'arrivé à cet endroit, une deuxième fois, je rencontre la psychanalyse. Parce que, en un sens, et de façon bien trop confuse, il me semble que passer d'un lien subi à un lien voulu entre des signes n'est pas étranger à ce qui se joue dans la trajectoire d'une cure. Dernier sillon. Admettons que l'avenir s'offre non seulement à la prévision, mais bien à la lecture, c'était mon premier point. Admettons que cette lecture, d'autre part, parvienne à surmonter nos réticences, se fasse en nous efficiente, active, mobilisatrice. Resterait alors à se demander en quel sens cette lecture peut concilier la connaissance de l'avenir en soi et la détermination de soi-même comme avenir. Ça, c'est une formule que je vole, je l'emprunte à Nietzsche. Nietzsche qui, dans sa généalogie de la responsabilité, dans la généalogie de la morale, définit la responsabilité comme, je le cite, la capacité de promettre, c'est-à-dire de répondre de soi-même comme avenir. Pour le dire autrement, le problème n'est pas seulement d'inférer, de déduire de ce qui arrivera demain ce que je dois faire aujourd'hui, avec ce que ce reflux de l'avenir vers le présent comporte de contraintes et de sérieux. Il serait temps d'arrêter de faire les guignols. Le problème est tout autant d'imaginer dans ce contexte-là comment mes actions présentes peuvent être autant de promesses ou d'indices d'un avenir possible, avec ce que cet autre mouvement-là, ce mouvement du présent vers le futur, ou cette autre face du même mouvement, comporte d'ouverture et d'émancipation. S'il fallait être plus concret, s'il fallait traduire en images cette difficulté, au fond, elle est tout entière dite dans le fait qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui appelle et qui interpelle à propos de l'avenir. Pourquoi est-ce que c'est très beau de noter que, sans doute pour la première fois depuis 1968, ce sont les jeunes qui engueulent leurs aînés. Ce sont les jeunes qui refusent aux plus âgés le droit de détenir à la fois l'autorité de l'âge et le magistère critique. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans? C'est qu'il y a là-dedans une double leçon. Une double leçon, d'un côté, la jeunesse alerte sur la restriction que le futur, le futur fait peser sur le présent. Il y a une restriction que le futur fait peser sur le présent, parce que ce que nous faisons au présent se paiera au futur. Pour reprendre le mot de Greta Thunberg qui fascinait tant Bernard Stiegler, je veux que vous ayez peur. Première leçon. Mais d'un autre côté, que
ce soit la jeunesse qui se fasse le sujet de cette alerte, ouvre dans le présent la possibilité d'un futur. Il faut beaucoup de mauvaise foi pour ne pas entendre ce second mouvement-là, pour ne lire dans cette interpellation qu'une injonction culpabilisante, là où, au contraire, elle ressuscite cette conjonction du sérieux et de la promesse qui marque le sens fort de l'idée de responsabilité. Il en va de l'avenir, il en va de notre avenir, il en va de nous-mêmes comme avenir. Et c'est en tant qu'avenir que nous vous le disons. Reste que, penser cette conjonction-là implique de se demander comment concilier le poids de certitude, dont le déchiffrement de l'avenir charge le lecteur. Ça n'est pas drôle de regarder les scénarios d'avenir. Et la manière dont cette même lecture doit augmenter sa part de liberté, dont elle peut être autre chose qu'une malédiction. C'est un problème traditionnel, hein. Le problème de ce que Leibniz appelait le fatum mahometanum. Pour une raison mystérieuse, Leibniz semblait considérer que les mahométans, c'est-à-dire les musulmans, se faisaient de l'avenir une conception nécessaire et qu'ils en tiraient pour le présent une forme d'atonie, d'incitation à ne plus agir, à rester les bras croisés. Une vieille histoire, c'est une histoire, au fond, qu'on pourrait considérer comme très scolaire, hein. Déterminisme et liberté, c'est un truc pour dissertation de terminale. Et en même temps, c'est une histoire à laquelle le présent semble donner une allure très différente, transformée en inquiétude vive. Dans un article paru en 2019, dans la revue Critical Inquiry, l'historien indien Dipesh Chakrabarty, qui fut l'un des défricheurs du champ de l'histoire globale, cet historien analyse longuement la nouvelle mutation qui, selon lui, tend à remplacer, dans la pensée contemporaine, la catégorie de global, globalisation, de globe, par la catégorie du planétaire. Et pour préciser le point de cette différence, il écrit notamment, je le cite, « Nous voyions le globe comme créé par les institutions humaines et la technologie, mais la planète est différente. Nous ne pouvons pas la placer dans une relation communicative avec les humains, elle ne s'adresse pas en tant que telle aux humains, contrairement par exemple à la manière dont le fait la Terre chez Heidegger, ou peut-être Gaïa chez Bruno Latour. » Un peu plus loin, de nombreuses traditions de pensée, dont certaines religieuses, ont pu considérer la relation Terre-Homme comme spéciale. En ce qui concerne la planète, cependant, nous ne sommes pas plus spéciaux que d'autres formes de vie. La planète nous met dans la même position que n'importe quelle créature. Il se trouve que j'ai dialogué voici quelques semaines, par vidéoconférence bien sûr, comme tout le monde, avec Dipesh Chakrabarty, pour un entretien qui paraîtra cet automne, et l'interrogeant là-dessus, il m'a répondu une chose très belle. Il m'a dit que pour lui, ce qu'il fallait aujourd'hui penser, c'était l'indifférence de la planète, en précisant, je cite la formule, elle m'a beaucoup frappé, « The planet doesn't return our gaze ». La planète ne nous rend pas notre regard. Ajoutant que cela lui faisait penser au stoïcisme antique. Comme si, pour penser ensemble l'attention à l'avenir et la capacité de nous donner un avenir, eh bien, il fallait dépouiller le tableau de toute familiarité. Je veux dire, refuser que s'introduise une forme quelconque d'intimité entre nous et le monde. Adosser la conscience de notre responsabilité présente à cette vérité sèche que nous ne sommes pas seuls à peupler un instant l'histoire de la planète. Que, au fond, comme le disait dans une très belle phrase Guy Debord, au début de cette mauvaise réputation, un trait de caractère m'a, je crois, profondément distingué de presque tous mes contemporains. Je n'aurais pas dissimulé. Je n'ai jamais cru que rien dans le monde avait été fait dans l'intention précise de me faire plaisir. Écoutant Dipesh Chakrabarty me tracer le tableau d'un avenir qui ne nous rend pas notre regard, ce n'est pas à Guy Debord que j'ai songé, à vrai dire. C'est une fois encore à Spinoza. Ou, plus exactement, au Spinoza réfracté par la pensée et par l'écriture de Diderot, dont Antoine Elty, que nous avons entendu hier, restitue avec tant de précision, de sensibilité les méandres dans son dernier livre. À ce Spinoza qu'avait lu un certain capitaine qui le savait par cœur et qui en avait fourré les opinions dans le crâne de Jacques. Jacques, qui pour cette raison était appelé fataliste,
et qui tâchait à son tour d'en convaincre son maître. Jacques le fataliste est son maître. C'est un roman spinoziste. L'énigme, au fond, de Jacques le fataliste, ce mystère parfaitement transparent qui m'a toujours captivé, c'est la démonstration en acte du fait qu'une philosophie parfaitement déterministe, ce dont est convaincu Jacques, c'est que tout ce qui arrive ici-bas dans le monde est écrit là-haut, qu'une philosophie donc parfaitement déterministe peut coïncider avec une invraisemblable liberté picaresque, où les péripéties et les rebondissements ne cessent de faire dévier, bifurquer, gambader l'histoire, différer l'histoire des amours que Jacques s'évertue à tenter de raconter. Il y a là, je pense, plus qu'une blague, comme si le roman démentait les convictions de son personnage. Il y a que tout est écrit là-haut, mais qu'il est écrit que nous devons aussitôt perpétuellement l'oublier. Ou plutôt, qu'il est possible de le rappeler et de s'en souvenir à chaque fois que nous serions tentés d'attribuer à la réalité une intention, un ordre, un sens à notre égard, différant par là le constat nu des désordres et des lois qui la traversent de part en part. De la sorte, tout est écrit. Mais il n'y a là rien d'autre à lire ou à déchiffrer que les errements et les stratifications d'une liberté dont nous sommes seuls responsables et encore comptables devant aucun tribunal, aucun autre tribunal que celui du monde lui-même qui s'en fiche pas mal et qui ne nous rend pas notre regard. Peu lui chaud que nous disparaissions. Ici, je m'arrête. Parce que s'il faut à Diderot passer par un roman pour penser l'advenu de l'avenir dans l'assomption du destin, c'est peut-être que là, on est aux limites de la philosophie, qu'il faut passer à autre chose, à la littérature, ou pourquoi pas. Tenez, il faudrait une discipline qui fait advenir le moi là où le ça se trouvait, au même lieu, à la même place. C'est pourquoi, en indiquant au départ que mon propos serait hanté par la question de la préséance, j'aurais dû sans doute ajouter une pré-séance de psychanalyse. Avant de commencer, il faut juste souligner ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, en prenant la parole. En prenant la parole, je te réponds. Je commence donc, avant de commencer, par te répondre. Tu l'as annoncé à l'instant. Je pense que c'est toujours comme ça, et même que c'est ça le langage. Toujours, déjà, une réponse, avant le savoir de la lettre ou du contenu de quelque réponse que ce soit. Ça commence, tu entends, à se compliquer tout de suite, juste comme ça, en ouvrant la bouche et en remuant les lèvres. C'est déjà une folie, le langage. Ça affole la logique, ça trouble dans le logos, avec le logos, et il faudra y revenir. Je crois que toi, comme moi, ne pouvons penser autre chose que la complication, et que même, c'est un nom de la pensée, la complication. Donc, avant de commencer, je te réponds, mais il va falloir faire vite. Ce sera donc une réponse sur carte postale d'été que je t'envoie. Tu entends, l'envoi, déjà l'adresse, déjà la structure du langage lui-même, l'adresse. Carte postale, donc, cher Mathieu. Je dois et crois commencer par un mot d'abord et qui n'a pas rien à voir avec l'avenir, merci. D'emblée, à simplement le prononcer, là, maintenant, merci, on ne pourra manquer d'entendre encore, mais déjà de nouveau, que c'est une adresse, et que deuxièmement, pour autant que ça s'adresse, il y va de l'autre, fût-ce de l'autre en moi, fût-ce, comme l'écrit magnifiquement Barthes dans les fragments d'un discours amoureux, à un fantôme ou à une créature à venir. Et fût-ce dans la plus grande indétermination, et ça a tout à voir avec ce qui nous lie, ce qui lie l'une, l'un, à l'autre, la plus grande indétermination, le plus étrange non-savoir, le plus vaste insu, la béance d'une différence sans préscience. Donc, un lien de déliaison.
un lien qui préserve l'irréductibilité de l'autre au même, et donc l'avenir. Le seul lien peut-être que je n'entends pas dans le mot aliénation qui le contient. Le seul lien est le plus minimal donc que nous pouvons commencer à penser, celui qu'une psychanalyse très précisément fait en défaisant. Il y a dans l'adresse et l'autre et ce qui vient, or ce qui vient, la venue de ce qui vient, on l'entend à l'oreille, fait résonner le venir de l'avenir. Faire l'avenir, et encore faire de l'avenir, faire qu'il n'y en ait, non pas un, mais sans doute plus d'un d'avenir. Non pas faire venir ou précipiter ou anticiper ou calculer et prévoir, et tu notes encore le pré, mais faire en sorte de frayer, d'écarter, d'espacer, de délier un venir, creuser, ouvrir, passer. Dans un post-scriptum de ma carte postale, ici, je citerai l'intégralité de ce que Patrick Boucheron nous a appris des ponts et des lieux le dimanche 9 août. Alors tu imagines la taille de cette carte, et j'ai peur qu'elle ne passe pas dans la boîte et qu'elle effraie n'importe quel facteur. Creuser, ouvrir, passer donc, je pense que c'est exactement cela l'avenir et que c'est ce à quoi tient une psychanalyse. Et pour le dire un peu plus nettement encore, quand et si une psychanalyse est opératoire, ce n'est jamais sans ouvrir, sans creuser des passages, sans créer des brèches pour faire de l'avenir. Cette inquiétude pour l'avenir, disons encore pour la venue de ce qui vient, ce qui signifie toujours en même temps de celles et de ceux qui viennent, qui arrivent, et surtout, celles et ceux qui n'arrivent pas à arriver, même en arrivant ici ou là. Ce motif dont je fais ce qui structure la psychanalyse la lie strictement, tout le temps, immédiatement, et à l'éthique et aux politiques. Ce qui m'amuse, en relisant ma carte postale, c'est que dans ces quelques premières phrases, il y a un concentré de tes livres. Il suffit de prononcer tes titres. L'inquiétude de l'histoire, voir venir, écrire l'hospitalité, et puis encore, évidemment, recommencer. Alors, ce qui est amusant, c'est que là où j'essaie de commencer à dire comment je tente de présenter ou de penser la psychanalyse comme psychanalyse à venir, je croise tes fils, les fils des nœuds que tu dénoues, tes motifs d'obsession ou de pensée, mais quelle différence après tout entre la pensée et l'obsession, si bien que, à la vérité, on aura toujours du mal à dire dans cette conversation entre philosophie et psychanalyse qui fait le psychanalyste et qui fait le philosophe, et c'est une bonne chose de troubler un peu ces qui et les certitudes qui s'ancrent un peu trop facilement dans les noms de nos disciplines supposées. Je ferme cette parenthèse dont l'écriture est justement celle de la surprise d'une rencontre, autre nom, de ce qui arrive et de ce qui vient, de l'avenir donc. Si la psychanalyse est hantée, travaillée dans ses fondements par ce motif, ou cette obsession de la venue et de l'arrivée de ce qui vient, de celles et de ceux qui arrivent, de rendre possible surtout l'arrivée, alors elle se laisse aisément définir comme accueil. La psychanalyse ainsi conçue demande un travail interminable d'écriture et de lecture. Pourquoi interminable? Parce que accueillir, c'est toujours en même temps être altéré par qui et par ce qui vient. Et de cette altération, précisément pour l'accueil, il faut recommencer à inventer la pensée et la langue et les oreilles. À chaque fois. J'insiste et y reviendrai, vraiment recommencer à chaque fois. Ici s'ancre la nécessité d'une refondation incessante de la psychanalyse, toujours pour l'avenir ou la venue. Les pensées ne s'annulant jamais les unes les autres, mais s'ajoutant, se greffant, leur prolifération pourrait bien être le signe ou l'indice de l'avenir, ainsi que la dispersion et le multiple. Ne pas craindre ce qui disjoint et même le penser comme lien. Voilà qui délivre, voilà qui délie. Son avenir serait alors ce qui fait voler en éclats non pas simplement tout dogme,
mais toute possibilité d'un dogmatisme en psychanalyse. Alors moi aussi, ici, je croise et je salue avec admiration Antoine Lilti et le travail qu'il a présenté hier, avec d'ailleurs quelques très bonnes blagues, je tiens à le souligner. En effet, donc, si elle ne peut être autre chose qu'accueil de ce qui arrive, et que ce qui arrive altère par son arrivée ce qui l'accueille, à chaque fois tout change. Tout est transformé et tout est à recommencer. Plus de dogme en psychanalyse, donc. Le dogmatisme, c'est l'annulation immédiate de la psychanalyse. D'autre part, c'est justement l'objet ou l'une des fins de la psychanalyse que d'interroger, de mettre en question, de désédimenter, de défaire, de démonter, et tous ces verbes peuvent être considérés comme une traduction du verbe grec analuein, analyser, donc de démonter un dogme. La position ou l'apposition d'un point de vérité incontestable, en faisant entendre le fait et l'artefact, l'histoire et la construction de la chose, le système de pensée, le rôle et la fonction. Alors oui, il faut le répéter, aussi bien parce que l'oubli de cette chose est courant, il ne peut pas y avoir de dogme psychanalytique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, d'ailleurs, mais pour parler dans la langue classique, on peut dire que le dogme analytique est une résistance à la psychanalyse dans ce qu'elle exige. Le mouvement. Le mouvement analytique, entendons-le désormais non comme l'histoire de ces institutions, histoire des institutions psychanalytiques, mais comme sa nécessaire mutation permanente, mouvement donc, l'ouverture de et à l'avenir. Et vous auriez raison, si vous rentriez dans cette carte postale, vous auriez raison de rire en me disant « pas de dogme en psychanalyse, il y a du boulot ». En riant aussi, je te répondrai « qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tout de suite, en ce moment même ?» et surtout ensemble, du boulot. J'ai une image, moi aussi, de cela même que je suis en train de raconter de la psychanalyse comme mouvement incessant et exigence théorique de recommencement infini pour l'accueil de la venue. Elle m'est apparue à la lecture du scénario Freud, dont l'auteur est Jean-Paul Sartre. Alors, très rapidement, le grand réalisateur John Huston a eu l'idée de faire un film sur Freud, mais le plus drôle, c'est que le scénariste, enfin l'auteur à qui il le demande, c'est Jean-Paul Sartre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous conseille de lire la préface de Pontalis au scénario Freud qui est publié chez Gallimard. Tout est très drôle entre ce qui se passe, qui est une question d'écriture, entre Huston et Sartre, si bien que finalement, quand le film va sortir, Sartre refusera qu'on mette son nom sur le scénario. Bref, cette image dont je vous parle, c'est la première apparition de Freud dans le scénario. Je lis. La scène a lieu dans un hôpital. Au milieu de la pièce, un poêle de fonte avec un long tuyau qui traverse le plafond. Un homme, vu de dos, est accroupi devant le poêle, d'où sortent des tourbillons de fumée. Sur le sol, près de lui, des liasses de papier, de cahiers, qu'il prend méthodiquement pour les enfoncer dans le poêle où ils prennent feu. La fenêtre est rigoureusement close et les volets tirés, c'est la flamme du poêle qui éclaire la chambre. Freud finit par entendre frapper, se lève et va vers la porte. On s'aperçoit qu'il fume un cigare, c'est Freud, 29 ans, épaisse barbe noire, épais sourcils, beaux yeux sombres et durs enfoncés dans les orbites. Il a l'air de sortir du sommeil, air hébété, visage noirci par les cendres. Visage noirci par les cendres. Sartre ne pouvait pas savoir qu'à présenter ainsi Freud, il attribuait au mouvement analytique son mouvement littéralement interminable et son exigence théorique sans fin. Ce qu'il savait certainement, en revanche, c'est cette habitude qu'avait Freud de brûler ce qu'il avait écrit. Pourquoi Freud était-il un brûleur de théorie? Parce qu'il en était un très grand consommateur, parce que, plus clairement dit, une fois un quasi-concept, on va dire ça comme un quasi-concept utilisé, inventé et utilisé, il lui fallait pour les besoins d'une pratique dont il faisait, c'est très important, la boussole de toute écriture et de toute pensée, en inventer un autre. Parce que, à chaque nouvel obstacle,
il cherchait la pensée nouvelle lui permettant de le franchir. La psychanalyse, ça s'écrit avec des concepts et une langue, donc en vérité toujours plus d'une langue, puisqu'elle ne peut cesser de s'écrire, de se réécrire, de se raturer, de se brûler et de recommencer, une langue à venir, instable, tâtonnante, boiteuse, fragile, inconnue. Et si cette boiterie de la langue était justement la condition de l'accueil de ce qui vient? Voilà de quoi lire la merveilleuse fin du célèbre texte de Freud, au-delà du principe de plaisir. Ce qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Boiter, dit l'Écriture, n'est pas un péché. Ce qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Boiter, dit l'Écriture, n'est pas un péché. Le singulier de la psychanalyse se trouve dans ces quelques petits mots-là. C'est pourquoi, Mathieu, je tente un rapprochement de la psychanalyse avec Foucault qui pourra faire un peu sursauter dans les milieux. Je te l'emprunte, c'est dans la si belle introduction de ton Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire. Je te l'emprunte et je te déplace pour dire la psychanalyse et sa structure d'accueil et d'ouverture à et par l'arrivée de ce qui vient, de cette psychanalyse structurée donc par l'avenir. Dans un second post-scriptum de carte postale monstrueuse, j'aurais ici articulé à ce que je viens d'écrire et qui lui doit tant, comme toujours, ce que Jacques Derrida appelle extraordinairement la structure d'une messianicité sans messianisme. Tu me diras peut-être ce que ça t'inspire. La chance de la pensée et donc son avenir, c'est la mise en jeu de ces déplacements et altérations, ces greffes de corpus les uns sur et avec les autres, la même où rien ne pouvait laisser prévoir, décidément prévoir, la fécondité de telles greffes. Continuer à faire des problèmes, comme aurait dit Patrick Deleuze ou Gilles Boucheron, on ne sait plus. Tu écris alors, à propos de Foucault, je te cite, car, je te cite pour le déplacer dans la psychanalyse, car peu d'auteurs, dans le même temps, s'intéressèrent d'aussi près à la folie, à la maladie, au crime, à l'infamie, à la correction, au titre, non de figure pour une philosophie en quête de métaphores, mais de désastres singuliers, de défaites intimes, de questions sans réponse indurées dans l'ordre des savoirs auxquels elles donnèrent lieu. Peu d'auteurs de même répondraient d'un « tout est dangereux » à l'injonction qui leur est faite de proposer des programmes pour l'avenir. Être structuré ou encore hanté par l'avenir, c'est sans aucun doute répondre, comme Foucault, qu'il n'y a pas de programme pour l'avenir, qu'un programme sera toujours ce qui amortit et plus justement évite toute venue. Un programme est ce qui ne laisse aucune venue arriver et surgir ou surprendre. Donc, aucun risque, donc aucune chance. Ce n'est pas un détail. C'est peut-être même ce qui aura dérouté avec l'arrivée de la psychanalyse, ou disons avec le surgissement de l'hypothèse de l'inconscient. Il s'agit bien alors de la contribution de la psychanalyse à un lire l'avenir qui ne soit pas une herméneutique, qui même déstabilise et détraque toute possibilité de grille de lecture. Un lire le venir de l'avenir qui par là même laisse venir, arriver ce qui vient, mais comme illisible. Je propose, pour faire entendre ce lire étrange, une lecture très rapide du titre de Marie Cosnet et Mathieu Pot-Bonneville, encore, leur très beau, très inquiet et très important ouvrage, Voir venir. Le sous-titre a pour nous tout de suite toute son importance, écrire l'hospitalité. Ma micronote de lecture est une question pour une conversation à venir. S'il y a de l'hospitalité, n'est-ce pas aussi que le dit voir venir doit s'entendre comme un voir venir sans savoir de qui
peut-être se voir, sans le savoir de ce qui vient dans ce qui arrive, ni de qui vient ou de qui arrive. Aucun tri, donc, aucun tri, aucun choix, aucune sélection, aucun critère. Ici, on pourrait aisément raccorder à ce qui doit former les oreilles de tout psychanalyste digne de ce nom, la règle dite fondamentale, vous savez, dites tout ce qui vous passe par l'esprit, et son pendant, l'écoute flottante ou attention en égal suspens. Donc, un voir venir dont le voir est comme annulé dans son horizon par l'inouï de la venue de l'arrivante ou de l'arrivant. Autrement dit, ce voir si complexe n'amortit en rien la surprise de la venue de ce qui vient. Ce voir-là, c'est justement l'impossibilisation de tout prévoir et de tout prévenir. On n'est jamais prêt à l'accueil. Le venir de l'avenir, c'est en somme ce qui violente, brusque et brise tout horizon d'attente. Nous en sommes là donc. Un voir ce qui ne se voit pas et un lire qui restera illisible. L'avenir, ce qu'on ne peut que réduire, voire forclore, en s'installant dans un savoir. L'avenir, ce serait encore l'un des noms de l'insu. Cet affolement de la logique, Freud justement et très tôt l'a parfaitement compris, qui aura fait de la psychanalyse cette théorie inthéorisable et cette pratique impossible. C'est de lui le qualificatif d'impossible. Cette théorie et cette pratique du ratage, de ce qui cloche, de ce qui ne marche pas, de ce qui boite, comme je le disais tout à l'heure. N'oublions pas que l'ouvrage célèbre de Freud, La psychopathologie de la vie quotidienne, consacré à ce que Beckett aurait pu nommer foirade, autrement dit les fameux lapsus, oublis et actes manqués, ce livre-là date de 1901, ce qui signifie 1 an seulement après le coup d'envoi officiel de la psychanalyse avec l'interprétation des rêves. Ce rêve dont on pourrait bien dire qu'il fait toujours effraction dans la vie, ramenant non seulement ce qu'on n'attend pas, mais encore ce qu'on s'attendait à ne plus avoir à attendre jamais. Cette trouée de l'horizon d'attente est précisément le mode de manifestation privilégié de l'inconscient. On l'aura compris, une manifestation qui ne se manifeste pas comme telle, comme phénomène dans la lumière et pour la vision, sinon dans un voir l'inconscient inattendu et pour l'oreille. Nul n'a jamais vu l'inconscient à ma connaissance. Lire l'avenir en ce sens, et en ce sens précis, c'est ce à quoi tient la psychanalyse. Et elle tient ainsi à ce qu'elle ne peut savoir ni prévoir. Elle tient à l'insu. Elle tient à l'impossible. Elle tient à l'inconscient, donc. Encore un petit mot au sujet des métamorphoses, mouvements proliférants, altérations de et dans la psychanalyse. C'est l'un des conseils donnés par Freud aux psychanalystes. Car dans sa pratique, c'est assez connu, et en vue de la transmission de la pratique analytique, donc ce dont nous héritons, il ne préconisait pas autre chose que la reprise, le recommencement, la répétition d'un commencement qui ne commence jamais que par recommencer. Il s'agissait de recommencer la psychanalyse avec chaque nouvelle patiente et chaque nouveau patient. Et je crois, pour ma part, qu'elle doit se réinventer même à chaque nouvelle séance. C'est sans doute une exigence monstrueuse, impossible peut-être, mais c'est la seule chance de déjouer la pétrification d'une pratique pratique comme d'une pratique théorique. Lire l'avenir, qui ne s'annonce pas comme tel, c'est donc écrire inlassablement de la pensée, écrire la pensée de ce qu'on ne sait pas, puisqu'il s'agit d'écrire la pensée en vue de l'accueil de ce qui vient, quoi que ce soit, quel et quel que soit le qui de ce qui vient. Trouver, inventer, ouvrir l'espace pour ce, celle, celui qui vient. Pour que ça vienne, l'attendu doit être déjoué par ce qui arrive. Sinon, il n'y a pas d'arrivée comme telle. Ou plutôt, et plus grave, il n'y a pas d'accueil de ce qui est autre, radicalement autre, c'est-à-dire inidentifiable.
Même quand je dis autre, on identifie un peu trop de quoi je parle. Dans ce qui arrive, et donc pas d'avenir. Ici, Mathieu, si nous en avions le temps, on pourrait faire un troisième post-scriptum, mais je ferai un raccord long et microscopique avec ce que Jacques Derrida a enseigné de l'hospitalité. Nous aurions sûrement discuté de son usage du vocable inconditionnel qu'il articulait à cette hospitalité, et je t'aurais sans doute dit qu'on ne peut pas ne pas relever que le petit livre, au titre extraordinaire, mais il faudrait un commentaire, Anne Dufourmentel invite Jacques Derrida à répondre de l'hospitalité, qui est déjà une glose. Ce petit livre qu'il a consacré à la question de l'hospitalité est un livre à 4 mains, comme on dit bizarrement, avec la psychanalyste très regrettée Anne Dufourmentel, donc, et qui me manque pas seulement, mais aussi pour penser à nouveau les fondations de la psychanalyse comme psychanalyse à venir. On peut aussi le dire comme cela, maintenant que l'inidentifiable a été nommé, c'est-à-dire ce qui dérange l'identité comme identité de soi à soi. On peut le dire donc avec une portée un peu plus vaste encore, la psychanalyse est ce qui met à mal, bouleverse, ou fait voler en éclats le mythe, la prétention et l'illusion de l'un, du un de l'origine, comme du un de l'identité. La parole est, structurellement, si vous voulez, désidentificatoire. Ce verbe désidentifier, j'en fais volontiers un synonyme d'analyser. Nous n'avons pas quitté ce merci par lequel je croyais commencer et par lequel je finis ma carte postale, je crois. Croyance, oui. Croyance qui est l'affirmation de tout commencement, car l'adresse qui structure le langage suppose, tu l'as très bien dit, la préséance de l'autre. Tout se passe comme si Jean 1.1, au commencement était le Verbe, nous apprenait d'abord et avant tout que le logos au commencement annulait tout commencement. Je vous le disais, n'est-ce pas, le parler de la parole est ce qui fait voler en éclats l'origine, jusque à y compris la sienne supposée propre. Et puisqu'on en est au logos, Mathieu, et qu'il faut bien que je mette cette note quelque part dans ma carte postale, je me demandais si toi aussi tu avais noté que ce autour de quoi tournent toutes les paroles de ce banquet, lire, lier, hormis le rejeu avec les lettres, mais qui a trouvé ce titre, était tout de même, en latin, ce qui fait le conflit des lectures du vocable religion. Pour faire vite, je vais citer le foi et savoir de Derrida. D'une part, texte de Cicéron à l'appui, reléguer, filiation sémantique et formelle avérée, semble-t-il, recueillir pour revenir et recommencer, d'où religio, l'attention scrupuleuse, le respect, la patience, voire la pudeur ou la piété. Et d'autre part, lactance et tertullien, religare. Étymologie inventée par les chrétiens, dit Benveniste, et liant la religion au lien, précisément, à l'obligation, au ligament, donc au devoir et donc à la dette, entre hommes ou entre l'homme et Dieu. Voilà donc, léguer, lire, ligare, lier, et que donc la question du religieux et du politique était en jeu, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou l'ignorions, dans tout ce qui détermine notre propos. La langue ou la structure s'impose là. Ce qu'atteste, je pense, ton explication avec Spinoza dans le traité théologico-politique. Donc, et enfin et encore, merci. Merci vivement et encore plus vivement cette année illisible aux organisateurs du banquet avec une insistance affectueuse vers Lucie Combré. Merci de n'avoir pas cédé sur quelque chose de rare, un désir commun, et d'avoir fait exister sous cette forme inventive un lieu pour parler comme Marx ou rassembler des têtes qui pensent. C'est Marx, c'est lui Marx qui l'écrit, et dans une lettre, alors peut-être dans une carte postale, et pour qu'il y ait encore de l'avenir, précisément, je cite. Je cite, et c'est fini. Il devient de plus en plus clair qu'il faut chercher un nouveau point de rassemblement pour les têtes qui pensent vraiment et les esprits vraiment libres. Je suis persuadé que notre projet, il parle du banquet, irait au-devant d'un besoin réel. Et en fin de compte, il faut bien que les besoins réels trouvent une satisfaction réelle. Je ne doute pas que la réussite de l'entreprise, pour peu qu'on s'y mette avec sérieux. Je vous remercie.